Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore cette semaine pour une autre histoire de crime véridique. Donc mon histoire de cette semaine, c'est l'exemple parfait de lorsque la justice laisse tomber les victimes. Gregory Green aura tué sa famille 2 fois. Quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai su tout de suite qu'il fallait que je vous la raconte parce que cette histoire-là est l'exemple parfait d'histoire horrible où est-ce qu'il y a une leçon qui aurait dû être apprise. Donc, comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, les histoires de crimes vrais et véridiques, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour voir les vidéos que je publie chaque semaine. Puis likez si vous aimez ça et commentez en bas. J'aime beaucoup ça, avoir des discussions avec vous autres. Puis surtout dans le cas ici, ça va être le fun de jaser en commentaire. Donc je vous envoie tout de suite vers la vidéo. Mais avant, le générique. Donc, l'histoire se déroule dans le Michigan. Notre sujet principal s'appelle Gregory Green. Il est né en 1966, ce qui lui donne aujourd'hui 56 ans. On ne sait pas grand-chose de son passé, à part qu'il a été élevé dans une grande famille très religieuse, mais sans plus pour le rendre ce genre d'homme, parce que vous allez découvrir un petit peu plus tard dans mon histoire que Gregory Green est devenu un homme violent et colérique. Au début de la vingtaine, Gregory épouse sa première femme qui s'appelle Tonya Green. Tonya, elle a 2 jeunes enfants qui sont issus d'une première union. Puis tout va bien pour le couple, jusqu'à un certain moment, Tonya tombe enceinte, donc ça va quand même bien. Mais éventuellement, Gregory devient de plus en plus colérique, violent, ce qui dérange énormément Tonya. Tonya va même trouver que ce changement de comportement est très subi, est anormal. Elle va même demander à des proches de Gregory, des amis communs, est-ce qu'il a commencé à se droguer pour qu'il change comme ça du tout pour tout. Mais à un certain moment, Tonya en peut plus et elle décide de quitter Gregory. Mais elle se dit, je vais me rendre à l'église avant. C'est là qu'elle va confier à des proches qu'elle veut quitter Gregory. Mais aussitôt arrivé à la maison, Gregory, peut-être qu'il se doutait de quelque chose, ça s'est pas passé vraiment comme prévu. Avant que Tonya puisse partir, Gregory l'a poignardé 10 fois à l'aide d'un couteau à steak pendant que les enfants de Tonya étaient montés à l'étage de la maison pour se cacher dans un placard. Les enfants n'ont pas été blessés lors de l'attaque, heureusement, mais imaginez le traumatisme de ces pauvres petits. C'est après que sa femme soit morte que Gregory a pris tout simplement le téléphone et l'a téléphoné à la police et lui a dit « Ma femme est morte, je l'ai poignardée ». Tout ça s'est passé le 10 juillet 1991. Lorsque la cause de Gregory a été entendue au tribunal, on était rendu en 1992. Gregory a tenté de plaider l'aliénation mentale, ce qui n'a pas marché malgré ses essais. Il n'était pas malade, il n'y avait aucune maladie ni trouble mental. Ce qu'il y avait, c'est que c'était un méchant malade, un violent, un colérique, un contrôlant. Donc, il a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Puis condamné à une peine de 15 à 25 ans de prison pour le meurtre brutal de sa femme Tonya et du bébé qui allait naître. Parce que comme vous vous rappelez au début de mon histoire avec Tonya, Tonya était enceinte au moment du meurtre. Lors de son séjour en prison, Gregory s'est vu refuser la libération conditionnelle à 4 reprises malgré ses essais. Les rapports de suivi de Gregory en prison mentionnaient qu'il n'avait aucun remords. Il a même mis sur la faute à Tonya et les mauvais traitements qu'elle lui faisait vivre son geste. Fait que, tout de suite en partant, les libérations conditionnelles n'étaient pas favorables à sa libération. Il a même suivi une thérapie en 2004, mais dans les documents de la thérapie, c'est bien écrit que la thérapie n'est pas arrivée au résultat escompté.
En prison, comme Grégory a été plutôt un détenu modèle, à part une altercation avec un détenu, Grégory gardait la tête baissée, il suivait l'autorité, il faisait des tâches, et bref, il a été un bon prisonnier. Hein? Et comme beaucoup d'entre eux, lorsqu'il arrive en prison, il découvre Dieu et se convertissent à la religion. Grégory en fait pas exception, il s'est mis à prier puis à être un peu plus pieux. Une sœur de Grégory a même parlé à la commission des libérations conditionnelles pour parler de son frère qui s'était tourné vers Dieu. L'un des grands partisans de Grégory était un pasteur, puis il était sûr que Grégory avait fait un beau virage dans sa vie. Il s'était repris en main grâce à Dieu. Lui, c'était un pasteur de Détroit. Il était nommé Fred Harris. Il l'a beaucoup soutenu dans ses essais de libération conditionnelle. Le 17 juin 2005, il écrit même à la commission des libérations pour dire que Harris s'était repris en main. Il s'excuse pour le malheureux manque de maîtrise de soi. Puis il dit qu'il va porter le poids des vies perdues tout le restant de sa vie. Harris écrit une fois de plus aux libérations conditionnelles l'année suivante en mentionnant qu'il a remarqué que Grégory avait beaucoup mûri, qu'il avait une conscience meilleure de sa maîtrise de soi et que s'il devait être libéré, il serait pris sous les ailes de son Église pour l'aider à s'adapter. En 2008, toute cette campagne-là a fonctionné car Grégory sera libéré. Donc, je récapitule, Grégory avait été condamné à 25 ans de prison, mais aux États-Unis, souvent quand ils ont des détenus modèles et qui travaillent, ils peuvent baisser la peine, ben pas baisser la peine, dans le fond c'était de 15 à 25 ans de prison, mais au final, Grégory a fait 16 ans, ce qui est une année de plus que ce qui était le minimum de sa peine. Donc, Grégory est libéré sur parole, il emménage avec sa mère, il se trouve un travail et toutes les choses ont l'air à aller pour le mieux. Il voit son agent de libération conditionnelle aussitôt que c'est requis, il fait ses suivis. La vie parfaite, quoi! Après 2 ans de liberté conditionnelle, c'est un homme libre, il n'y a plus de compte à rendre à personne, tout est beau. Let's go! Vis ta vie. Une fois sa libération conditionnelle complétée, Grégory épouse sa deuxième femme qui s'appelle Faith Harris Green et qui a 39 ans. Oui, Harris. Vous avez bien compris, Harris. Faith était la fille du pasteur Harris qui l'a aidé à avoir sa libération de prison. De toute évidence, Faith était sûre que Grégory était un homme changé. J'ai goût de m'arrêter ici, juste 2 secondes, on fait un petit time-out pour vous parler et vous poser une question. Épouseriez-vous un homme qui a massacré sa première femme enceinte à l'aide d'un couteau à steak pendant que ses 2 enfants étaient cachés dans le placard dans la chambre en haut? La question se pose. C'est pas un cas isolé, là. Quand on regarde les détenus tels que Chris Watt, je pourrais vous en nommer tout plein, qui ont des messages d'admiratrices en prison, de femmes qui les trouvent beaux, qui les aiment, c'est ça. Probablement que ces femmes-là, sans les blâmer, doivent penser qu'elles vont réussir à les changer ou ils vivent dans l'espoir qu'ils ont vraiment changé. C'est à savoir. Bref, ensemble, ils ont fondé une famille, puis Faith avait 2 enfants aussi d'une précédente union qui étaient, au moment du mariage, des adolescents. Chadney Allen Jr. avait 19 ans et Cara Allen, elle avait 17 ans. C'est après quelques années de mariage qu'ils vont avoir 2 enfants ensemble, Grégory et Faith, qui se nomment Qua Green. Qua Green. OK, j'ai encore de la misère avec mon anglais. Jugez-moi pas. Mais si vous voulez me dire comment ça s'écrit quoi, comment ça se prononce quoi, gênez-vous pas comme d'habitude. Et l'autre enfant s'appelait Calate Green, 4 ans. Ils seront mariés 6 ans au total, mais vers la fin de leur mariage, le naturel revient au galop, comme on peut dire, parce que Grégory recommençait à avoir ses comportements d'homme contrôlant, d'homme violent et colérique, ce qui déplaisait énormément à Faith, qui avait demandé une ordonnance de restriction contre Grégory. Ordonnance de restriction qui a été refusée par manque de preuves. Ouais, manque de preuves.
Sérieux, quand tu regardes le dossier du gars, il a tué sa première femme enceinte de lui, puis là, tu entends que la deuxième femme vit la même violence, puis tu dis qu'il manque de preuves. Écoutez, c'est épouvantable. Là-dedans, là, il y a plus qu'un coupable, je vais vous le dire, ça me rentre pas dans la tête. Faith dira aussi dans la demande de restriction que Gregory est violent, il donne des coups sur les choses, et il lui crie si elle le quitte, les choses vont mal tourner. Bref, ça va pas bien, là. Avec le passé qu'il y a, là, je comprends Faith d'avoir eu vraiment peur. Elle a même demandé le divorce, Faith, mais la demande de divorce n'a jamais été complétée parce que Gregory lui a promis qu'il changerait. Mais en août 2016, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il ne changerait jamais, elle a demandé officiellement le divorce. Mais ça n'a pas fait l'affaire de Gregory, évidemment. Ça a pris 1 mois. Peut-être qu'il a essayé de se raisonner, je penserais pas. Il a peut-être juste préparé ses affaires, mais il va arriver une autre horreur à une deuxième famille. Gregory va prendre ses 2 enfants de 4 et 5 ans, Qua et Khaled. Il va les emmener dans la voiture dans le garage, prendre un tuyau sur le pot d'échappement, le mettre dans la vitre de l'auto pour endormir ses 2 enfants dans le garage. Un coup que les 2 enfants sont décédés, il les a ramenés dans leur lit comme s'ils dormaient. Il a pris Faith, il l'a attaché avec du ruban adhésif, il l'a descendu dans le sous-sol, attaché après une poutre, il lui a lacéré le visage avec un cutter, tu sais, un petit couteau, là, genre un X-Acto. Il a tiré une balle dans le pied, mais je pense que c'était pas le pire encore. Il va descendre les 2 adolescents, Chadney et Cara, en bas, pendant que sa mère regardait le tout, puis les descendre chacun d'une balle à la tête, devant sa mère. Puis il tuera pas Faith, il va la laisser vivre. Il va remonter en haut, il va appeler les policiers pour se rendre, mais en laissant Faith vivante. Gregory Green est de nouveau arrêté, puis il va être inculpé de meurtre. Il va avoir 97 ans quand il va être admissible à sa prochaine libération conditionnelle, mais je trouve ça vraiment bizarre qu'il ait le droit quand même. S'il est encore vivant à l'âge de 97 ans, il va vraiment pouvoir sortir de prison, là. Je ne comprends pas. Sérieusement, je ne sais pas si c'est les lois du Michigan ou c'est... OK, vous allez me dire, il va être mort à 97 ans, peut-être, mais on ne sait jamais, là. Ça reste qu'il pourrait ressortir. Il y a quand même... En tout cas, c'est terrible. Son ancienne épouse a pris la parole dans le procès contre son ex-mari, puis elle va lui dire « T'es un escroc, t'es un monstre déguisé en bon gars. » Imaginez la culpabilité de cette mère qui a vu mourir ses 4 enfants des mains d'un homme qu'elle avait choisi, qu'elle pensait qu'il avait changé. Elle va aussi dire qu'aucune punition ne sera assez sévère pour la mort de tous ses enfants. J'espère. Imaginez le pasteur, le père de Faith, Fred Harris, qui l'a aidé à sortir de prison. C'est grâce à lui, là, avec toutes ses lettres, puis on va le prendre avec nous dans l'église pour l'adapter, puis tout, puis tout. Imaginez comment que lui, il doit s'en vouloir aussi, c'est épouvantable. Bref, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Un homme qui a tué sa famille 2 fois. Ça amène à poser tout plein de questions sur les libérations. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent changer? Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui peuvent changer, d'autres non? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dites-moi ça en commentaire. On se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Puis, soyez prudents, mais n'oubliez pas de regarder par derrière votre épaule parce qu'on ne sait jamais qui qu'on peut croiser. Bye!